Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Naïra Meliava, je suis en pleine expérience de la fonction de directrice générale de l'association Opelia. Et j'ai l'immense privilège d'animer cet échange de fin de journée, vraiment important à mes yeux parce que, et au regard de ce qui s'est dit sur l'échange précédent, il est vraiment question pour moi de ce que la vie finalement ne sépare pas si nettement les rôles et ô combien la paire et danse sur cette question de porosité et de lisière a permis de mettre en lumière et de revendiquer davantage cet espace d'intelligence sensible que constituent les savoirs expérientiels. Donc on va parler ici de paire et danse, de réduction des risques, de manière dont les usagers peuvent, ou plutôt j'ai envie de dire doivent, être pleinement acteurs du fonctionnement des dispositifs. Des sujets qui nous emmènent bien au-delà de la question des méthodes. On est ici dans le champ sans doute de l'éthique, du sensible et du politique. J'ai le plaisir d'avoir un panel à mes côtés, d'une part international, mais d'une richesse incroyable. Je vais vous proposer qu'on passe par le Québec, l'Espagne, le Portugal, Paris, et même si leur lieu d'expérience est différent, ils partagent une même conviction, c'est que cette expérience vécue n'est pas un simple témoignage. On va aller au-delà de la question du dévoilement, mais bien sur un savoir à part entière, indispensable pour comprendre ce qui se joue dans les usages, dans l'accompagnement et dans les transformations. Je voudrais juste citer en introduction Didier Fassin, anthropologue, qui disait « L'expérience vécue n'est pas un simple témoignage, c'est une forme de savoir qui interroge les évidences, déplace les normes et rend audible ce qui, trop souvent, est tenu négligeable. » Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça, du pouvoir d'agir, mais aussi de l'exposition, de l'authenticité, des lignes de fracture, de l'engagement, et aussi de l'espoir, et ô combien il nous en faut en ce moment. On parlera peut-être des résistances institutionnelles à intégrer les pairs, du flou dans leur statut qui persiste encore et encore, de certaines ambivalences professionnelles face à la porosité des places, et de l'effort que ça demande d'exister au sein de dispositifs pour se rendre utile et avec quelque part une certaine équité. Je vais tout de suite laisser la parole et les laisser dérouler tout cet espace, et j'aime beaucoup introduire en citant Aora, qu'on aura la chance d'entendre juste après moi, qui a pu dire « Nous revendiquons nos droits à travers nos créativités ». Et donc je vous propose de l'écouter tout de suite pour ces espaces de créativité dans lesquels elle va nous emmener et qui sont ô combien précieux. Merci Aora d'être à nos côtés. Thank you so much. While we are expecting for the presentations. Oh, it's here. Okay, perfect. Oh, okay. Okay, I am speaking, thank you so much. I am glad to be here, and I am speaking from Catalonia. In that case, it's different than Spain, because as you know, Catalonia was pioneering on harm reduction services. We have DCRs since 2001. Then we have experience about what it works, but also what doesn't work about the DCRs. And yeah, one of the things that we saw that doesn't work is like, after 30 years, we know that services focus on drugs and not on people doesn't work so much. Like what we have is, after 30 years of a strong network for people who use drugs and harm reduction, we still have a lot of people that are not arriving to this network of support. Of course, especially women and gender-responsive people. Harm reduction services are still 85% majority men. They are not safe place for women, and especially they are not safe place for gender-responsive people. Still, and also what we found is that this kind of segmentarization of services between homelessness, drugs, violence, etc., doesn't work so much. We don't work with women and gender-responsive people who use drugs. We work with women and gender-responsive people surviving multiple situations of violence and vulnerability, and it's how the services should be developed
putting people in the center, and especially fighting against the stigma. That is the thing that holds people who use drugs outside the rights and the services that they should, or we should have rights to be. It's not fair that women that are surviving violence and are using drugs are being neglected because their use of drugs. This is why, and also, I want to say that after 30 years, we saw really important to make clear that sometimes where DCRs are just used as a social control weapon is a problem, because they become more far away of the rights of the people who use drugs and the needs. And it means more medicalization, more institutionalization, more security. And when we talk about professionalization, but we don't talk about people that has being trained on harm reduction, is a little bit dangerous. This is why in 2016 we developed the first network of women who use drugs, and after that we began Medzineras. We don't define ourselves as a DCR because we include spaces where you can use drugs, whatever drug of choice is yours, but we decided that we wanted to focus on being a safe place for women that were neglected from the rest of the networks because they were using drugs. Then what we did is we defined ourselves as a neighbors. We began including this full spectrum of harm reduction approaches, but inside of a bigger framework that is intersectional feminism and human rights. We understand that in that sense, we were supported by the community. We are part of the community. We are part of the solidarity-based economy, but also we wanted to make sure that everybody was welcome. In that sense, we were not just focused on needs, but also about desires and expectations. Without from this framework, we think that really anti-prohibitionist commitment is basic, because if we don't have safe drugs, people are gonna still die, and also because everything that is prohibited doesn't disappear, just is hide and is more difficult. You will see a lot of data in that presentation. I will have to say that we don't do any kind of interview when the women and gender-responsive people arrive to our place, because they have the right to privacy and they have the right to decide who, when, and what they share with other people and with us, especially when we have to take into account that they are going from one service to another, to another, to another all the time, explaining their intimacy. When we began, we thought that we will have like around 40 women. Now we have 600 and 50 visits nearly every day. As you can see, of course, they have problems related with drugs, but we can see what is their situation. We can see that maybe drugs are not the main problem. Like all of them are surviving situation of violence. 50% of them have survived traumatic experience with their migration, or with 75% struggling with mental health issues, 40% LGBTQ community, incarceration, sex work, homelessness, roofless, etc., etc. They use all kinds of drugs when they come to our place. These are some of them. I wanted to make the data that we collect make a distinction about what drugs are a problem for them and what drugs are not a problem from them, which is important. Also, what we understand for violence, because it's not about violence from their partners, it's also from services, during the childhood, they are overrepresented, and during adulthood, also their partners, people that they don't know, services, criminalization. Women and gender-responsive people are part of our team from the beginning, in the design, the implementation, the monitoring, and the evaluation.
In fact, we began as a network without professionals or staff members with us. What we do is like, are the person who come to the place that lead what they define as a wellness and what it means for each one. We try to reduce the barriers to all the services, support the role of the women and gender responsive people in not just in the participation of the decision making, but they have the right to be part of all the places where we define these policies and practices. And of course, the first thing is to reduce the stigma. This is our place. As you can see, we don't have anything saying don't do that, do the other thing, because what we mean is like these women is the only house that they have. They sleep in the streets because most of the people who use drugs has their house, like we have our houses, etc. The people that are gonna go to the DCR, most of them gonna be homeless people. Then in that sense, we wanted to make sure that it's the most comfortable thing that we have. We have beds where they can sleep during the day, and this has been amazing because when we have methamphetamine, we know that one of the most important things, a harm reduction tool for methamphetamine, is to have beds and water to drink. These are our smoking room. These are our powder room where they can inject and also they can snort drugs. They can drink alcohol if they need in our place. They can take any kind of medication because what we were saying, this is a safe place to be. We don't need to have an hospital for that. What we found is one of the more important harm reduction tool that we have is also the criminalization. Then they are able also to come to do alternatives to imprisonment with us. And this is the kind of community activities that we do. This was the past festivities in the Raval. We're going to do the same. But it's where the neighbors from upstairs are dancing with the women downstairs in the streets, are the best parties in the Raval. And the way that we do the materials also is something that I wanted to highlight. And if someone is interested, I have some of the materials that are here, especially the cannabis harm reduction tool. But I think that this is a really nice example of how we incorporate the knowledge of the women. Like we asked all the women that come to Medineras why they were using cannabis, because we saw that they were using cannabis in a non-problematized way most of the time. We asked the women everything, like why they were using, what they know, what they were not using, the ones that don't. Then we asked the scientific community. In that case, we went to ask ICERS and Jose Carlos Bouzo and other experts and Obradors and other experts about cannabis, asking if everything that the women say was true. And they say, yes, everything was true in, I don't know, 20 different academic articles that nobody gonna read. Then we put all this information together, knowing that everything that the women say was true because it was like the scientific community that they know so much with the articles about 20 people. They say that it's okay, and then we put that on a place that everybody can understand and is useful, not just for the women coming to Medineras, but for everybody that use cannabis. And this is another place, I don't want to enter that because I know that we don't have a lot of time for that. This experience our experience has been considered a good practice by UNODC, among others. I'm surprised that still, with all this proof that what we are doing is working, we are still struggling to pay salaries at the end of the month. But it's okay, I guess that this is the precarity of being a peer-led organization. And I cannot finish this presentation remembering Peter. He showed us that in Scotland was possible to open a DCR, and some of us, as some of you know, he was my partner for a while, and we were here together past the past symposium. Then I really want
to have him and others in mind when we are talking about harm reduction, because harm reduction is not about others, it's about us. And the DCRs and the safest place to use is not for anybody, it's for everybody. It shouldn't be so neglected. And also thinking that every time that we don't have peer workers in our consumption rooms, we are making a place that is not so safe for people who use drugs and for the community. Then please take that in mind and follow us to follow more work. I wanted to say something also before ending about peer. We don't use the word peer. We use the word community technicians, because from a feminist intersectional perspective, who is a peer and who is not? And also because one of the things that we have seen over 30 years of harm reduction services in Catalonia is that sometimes when we talk about peers, we think about people that just have to offer their life experience. Like just the knowledge that they have is just about their drug use, and they just can do small pieces of the work. But this is not for us. For us, peer engagement means that all of us have something to bring to the table. And of course, some of us has more life experience to bring on the table, but technical knowledge is also important. It's not about who brings more or less, it's how we can really work from an horizontal point of view, adding on the knowledge possible. Sorry if I went so far. Thank you. Merci beaucoup, Aura, pour cette première intervention. Je vous proposerai de réagir à la fin. Moi, il y a énormément de choses qui me viennent, entre autres, suite aussi aux échanges précédents. Là, on parle de femmes, on parle de ces enjeux de stigma, et c'est extrêmement important. Je suis d'ailleurs assez fière d'avoir un panel, Franck m'en excusera, essentiellement féminin, pour parler de ces savoirs expérientiels et donner la place aux femmes à ce titre. Eh bien, on va tout de suite aller voir les collègues au Québec, qui sont aussi remués en ce moment, mais qui vont pouvoir nous parler aussi de cette place des savoirs expérientiels, ô combien inspirant du côté des Québécois. Et je suis ravie de vous accueillir, mesdames, pour un propos à double voix et sans support. Merci. Moi, je m'appelle Émilie Roberge. Je suis coordonnatrice des équipes de proximité à Spectre de rue, un organisme de réduction de méfaits et de prévention des ITSS à Montréal. À Spectre de rue, on a quatre programmes, dont les équipes de proximité et une salle de consommation. Marjolaine et moi, on travaille dans les équipes de proximité, donc ça va être peut-être plus axé là-dessus, avec des liens avec les différents projets qu'on a. À Montréal, au Québec, il y a quand même plusieurs modèles de projets de pairs aidance qui ont plusieurs niveaux d'implication, que ce soit des implications à la journée, payées à la journée, des implications comme plus ponctuelles ou des postes en soi dans des organisations. Je vais évidemment m'en tenir à ce qu'on fait à Spectre de rue parce que sinon, je vais dépasser mon temps. À Spectre de rue, dans les équipes de proximité, on a du travail de rue, de la cohabitation et un volet de pairs aidants qui fait du outreach, en gros. C'est des postes vraiment... Ils ont le titre encore de père aidant, puis c'est intéressant ce que Aura disait, parce que c'est des questions qui reviennent quand même souvent à Spectre de rue. Est-ce qu'on garde le titre de père aidant, parce que c'est des personnes qui sont engagées sur la base de leur savoir expérientiel, mais on engage des gens qui ont un titre d'intervenant qui sont aussi engagés sur la base de leur savoir expérientiel. Il y a des intervenants qui ont un savoir académique, mais qui ont aussi des vécus expérientiels. Puis c'est toutes des discussions qu'on a de... Les identités ne sont pas tout le temps claires. Tu disais tantôt le flou, comment ça se mêle, tout ça. Donc, on réfléchit à ces questions-là. Puis pour certaines personnes, le titre de père aidant est particulièrement important. Je laisserai peut-être Marjo en parler de ses réflexions là-dessus. Mais donc, autant le titre est important pour certains, mais autant on ne veut pas que ça tombe dans quelque chose qui serait peut-être plus restreint à justement partager l'expérience vécue.
Dans l'équipe de proximité, puis dans dans notre salle de consommation supervisée, il y a aussi il y a 2 postes dédiés de parents aidants. À Spectre de rue, comme je disais, les postes, c'est des gens qui sont sur le payroll, c'est des gens qui travaillent pour la plupart à temps plein. Puis si ce n'est pas le cas, c'est des questions de financement principalement. Mais aussi, on essaie d'adapter quand même la charge de travail et les heures dépendant des profils et des besoins des personnes qu'on engage. Pour certains, du temps plein, c'est facile à faire. Pour d'autres, c'est leur première job ou leur première expérience dans le domaine. Donc, peut-être que commencer à temps plein, c'est difficile. Donc, on essaie d'adapter vraiment avec ça. C'est un projet à part entière aussi. C'est pas juste des personnes qui... je sais pas comment dire. C'est pas juste des personnes qui arrivent et qui nous... On essaie de ne pas tokeniser vraiment les parents aidants. Ils ont un mandat particulier avec leur approche particulière qui est différente du travail de rue, qui est différente des autres intervenants dans le site de consommation supervisée. Encore là, Marjo expliquera plus ses tâches et ses façons de travailler. Donc, pour soutenir, ça a été beaucoup quand même de réflexion pour en arriver là, dans notre projet de parents aidants à Spectre de rue. Puis on est toujours en réflexion, on essaie tout le temps de se remettre en question pour être le plus inclusif possible, mais pour bien faire ça aussi. Ça peut être challengeant des fois, autant pour la gestion de l'organisme que d'autres intervenants, que pour les personnes engagées comme parents aidantes. Donc, on essaie vraiment de réfléchir à nos politiques, à ce qu'on fait, à comment on travaille, qui on engage, pourquoi, puis comment, pour être le moins stigmatisant possible, sans mettre des personnes à risque, puis comme pas réalisées. Donc, on essaye, moi, en tant que coordonnatrice, j'offre du support clinique aux équipes d'intervention que je coordonne. J'essaie vraiment aussi de me tenir à jour, de me challenger pour offrir un support qui est vraiment adapté à l'individu. Puis les gens viennent souvent nous voir à Spectre de rue pour parler de ce projet de parents aidants, parce que je pense qu'on le réussit quand même assez bien. Puis ils me demandent tout le temps comment, qu'est-ce que je fais de plus avec ces personnes-là, avec ces équipes-là. En fait, je pense que l'important, c'est vraiment de m'adapter à l'individu. J'ai des travailleurs de rue qui sont engagés sur une base de savoir académique, qui vivent des enjeux aussi liés à la stigmatisation, à la consommation, à la précarité. Puis je ne fais pas la différence entre toi, tu es un père, toi, tu es un intervenant. Donc, c'est d'adapter vraiment le support aux enjeux ou aux réalités de la personne à ce moment-là. Puis ça aide parce qu'ils ont quand même beaucoup confiance en moi aussi. Fait que, on arrive à bien travailler ensemble, je crois. Donc, c'est ça. L'équipe de pairs a sa place dans l'organisme, évidemment. La personne représentante sur le conseil d'administration, c'est une parent aidante. C'est ça. On vous forme. On a vraiment beaucoup de formations en continu, donc que ce soit des formations maison, un peu du coaching par des intervenants plus anciens, par des parents aidants plus anciens, par moi, ou de la formation qu'on va chercher à l'externe sur différents sujets. Donc vraiment selon les besoins encore, parce qu'il y en a qui arrivent avec beaucoup d'expérience ou de connaissances sur un sujet en particulier, ou d'autres, puis il y a des lacunes à d'autres... sur d'autres. Donc, on adapte aussi l'offre de formation qu'on leur donne, qu'on offre aux intervenants. Je pense que c'est ça. Je te laisse continuer. Bonjour. Un peu pour faire le contexte de comment je suis arrivée à Spectre. J'étais usagère simplement des services, puis ça a donné qu'il y a eu une affiche pour une offre d'emploi, puis vraiment, moi, c'est la confiance qu'on m'a donnée qui a fait en sorte que j'ai été engagée parce que, en fait, j'avais pas appliqué, j'ai juste posé des questions, j'ai laissé mon email, il y a une personne, un employé m'a contacté pour que j'applique, je l'ai pas faite, puis à la date limite, dans le fond, d'application, elle m'a réécrit pour me dire, là, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Puis pour, tu sais, je veux dire, juste ça fait en sorte que, elle m'a pas donné le choix, si on veut, je l'ai fait, j'ai été engagée, puis ça va faire bientôt 6 ans, puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte... la facilité d'être père à Spectre, c'est justement le regard que tout le monde a porté, je pense, sur le fait que j'étais une consommatrice.
Puis en fait, c'est un regard normal. C'est pas, je me suis jamais sentie justement stigmatisée, jugée, pas pris en considération ou pas crédible. Honnêtement, je pense que toutes nos expériences se sont prises vraiment comme... On est inclus, je veux dire, dans tout ce qui est décisionnel dans l'organisme, que ce soit à l'interne ou que ce soit dans les mouvements politiques qu'on va faire. On est vraiment comme autant au même niveau que n'importe qui. Puis je pense que ce qui est vraiment important, ben c'est la reconnaissance des pairs. Puis je pense que Spectre, contrairement à tous les autres organismes au Canada, ben nous, on a une reconnaissance de la part aidance qui passe par l'équité salariale. Puis ça, selon moi, ben c'est vraiment important parce que, comme Émilie disait, il nous offre en plus plein de formations constantes, ce qui fait en sorte que ben, mon savoir expérientiel, plus toutes les formations que je fais, ben, j'atteins l'académique à la longue. Donc, je viens avec un regard 360 sur la problématique. Puis je pense que le fait de ne pas être protocolaire aussi envers les personnes qui utilisent nos services, ben, c'est ce qui fait en sorte que nos liens ils se font vraiment rapidement parce que ben, je ne suis pas une intervenante. Ils savent que je fais partie du milieu. C'est des gens que je connais. Puis ça fait juste comme une facilité. Puis je le raconte souvent, cette anecdote-là, mais moi, ma meilleure intervention, c'est quelqu'un qui se revient d'une surdose puis qui veut nous frapper avec une bonbonne d'oxygène. Puis la seule affaire que je dis, c'est comme, ben fais pas ça, Carlis. Puis, ben, il a juste fait, ben ouais, c'est vrai. Puis, il nous a pas frappé, tu sais, je veux dire, mais comme un intervenant aurait fait vraiment un protocole des escalades de crise. Puis, normalement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, en fait. Fait que, fait que juste pour ça, ben, je pense que on est très complémentaires aussi, comme disait Nora. Oui, c'est justement, la technique est vraiment importante, le savoir clinique est extrêmement important. Puis moi, j'ai besoin de ce savoir-là aussi pour améliorer ma façon de faire avec les gens, puis aussi améliorer tout dépendant ce qu'ils veulent faire. Puis ben, eux, ben, ils ont besoin de mon savoir aussi parce que c'est pas dans les livres que ça se trouve, c'est le vécu. Fait que c'est ça. Puis, ben, c'est à peu près ça. Du rôle, le père, du titre. Du titre, par rapport... Pourquoi c'est important pour toi? Oui, pourquoi? Le Ah, titre de pourquoi, père aidant. ah oui, ben pourquoi c'est important pour moi? Ben, en fait, c'est vraiment important. Je me suis questionnée souvent à savoir si je changeais de poste, justement, pour tomber travailleuse de rue. Mais ça impliquait de perdre le chapeau de père. Mais ça contribuait à avoir des suivis, puis de pouvoir comme avoir justement comme un caseload avec des gens, puis pouvoir les suivre sur le long terme. Puis pour moi, ce qui rendait la job gratifiante, ben, c'était justement de pouvoir suivre quelqu'un, puis voir l'importance que j'ai peut-être pu avoir dans sa vie. Mais pour moi, c'était ça quand même qui était gratifiant de la job, c'est de pouvoir voir et non juste comme ponctuel. Puis, ben, Émilie, quand même, est vraiment ouverte là-dessus. Puis, en fait, ça va avec nous, notre aisance, à avoir des suivis ou non. Donc, je peux garder quand même mon chapeau de père. Puis, si, ben, ça donne, puis que j'ai des suivis, ben, je peux le faire, puis ça a donné. Puis, j'ai été chanceuse parce que cette personne-là m'a vraiment tout montré, en fait, ce que c'était les démarches institutionnelles. C'est avec elle que j'ai pu comme voir comment on faisait des demandes d'aide sociale, comment trouver un logement, comment l'accompagner au médecin, comme tout. Fait que c'est vraiment cool que ben, je peux garder mon chapeau de père. Puis oui, c'est important pour moi parce que ben, c'est ma communauté, puis je suis fière de ma communauté, puis c'est ça. Je voudrais peut-être juste ajouter une petite chose qui est sur justement l'équité salariale. L'institutionnalisation de la part aidance, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que la réduction des méfaits à la base vient de la part aidance. Puis ça, c'est important. Juste pour ça, c'est important de la reconnaître. Ça a été institutionnalisé, mais si on parle de la crise du VIH, c'est de là que ça part, la part aidance. C'est vraiment les gens de la communauté qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, c'est ce modèle-là qui existe puis qui perdure dans le temps. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Émilie et Marjolaine. Merci de nous avoir partagé ce chapeau de père et de cette importance et de ce petit rappel historique ô combien fondamental. Je vais tout de suite proposer à Franck, qui tout à l'heure, vous l'avez entendu, nous a partagé avec beaucoup de finesse son parcours. Franck, quand on a préparé cet échange cet après-midi, tu as pu aussi évoquer en préparation tout le parcours que tu as eu avant d'arriver à tes fonctions au sein de Gaïa.
Peut-être tu peux nous en dire quelque chose Oui. de ce parcours. Ouais, j'ai commencé en bénévole au Soleil Days. C'était en 2015, il me semble, 2014. Et ça m'a permis d'être 3 jours d'affilée dans l'année sur le stand. Ça m'a permettait d'aider, d'être présent auprès de Gaïa qui m'a toujours soutenu, toujours aidé. Euh, Ensuite, on m'a proposé d'être bénévole sur le carré mobile. J'ai dit bah je vais essayer. Je faisais une après-midi par semaine. De là a découlé au bout d'un an et demi, un contrat premières heures de la ville de Paris où je faisais une après-midi, voire deux, ce qui, ce qui m'allait très bien puisque j'ai quand même des sérieux problèmes de santé et je fatigue quand même assez très vite. Donc je visais pas l'embauche en fait à la base, hein. Au bout d'un moment c'est l'équipe qui m'a un peu poussé à accepter l'embauche et j'aurais dit au départ, j'aurais dit non, je ne tiendrai pas à 37 heures par semaine, je ne tiendrai pas. Au bout de 2 mois, je serais obligé d'abandonner, je serais trop fatigué, trop à la ramasse. On me dit bah, t'as qu'à prendre du mi-temps. Là, après quelques semaines de réflexion, j'ai dit ok, c'est parti, bingo. Et donc je sais que pour avoir participé à pas mal de réunions sur la pérédance en France, j'ai l'impression d'être un ovni parce que d'autres pères aidants m'ont dit qu'ils avaient été imposés aux équipes, qu'ils n'avaient pas la stabilité de l'emploi. C'était des contrats en CDD alors que moi je suis arrivé tout de suite en CDI. Ça fait 4 ans et demi, je me sens bien dans ma vie. Je vais le matin, je vais avec le sourire au travail, même si je vois quand même pas mal de choses qui sont dures. Et j'arrive à... Je suis très bien avec mes collègues aussi. Oui, Pour la plupart. effectivement, on a bien compris que l'équipe de Gaïa avait largement œuvré pour te recruter et avait des arguments solides pour réussir à t'avoir. Bravo. Effectivement, on a Alexandra qui aurait dû être là, qui nous a évoqué pour le coup en tant que parrainante des difficultés à rentrer dans l'institution, d'où le fait aussi que Franck peut évoquer cette difficulté de place. Quand on avait préparé, tu l'avais aussi partagé, Franck, et si je peux t'amener sur ce terrain-là, ça m'intéresse vraiment, sur la question de l'importance de pouvoir parler depuis son expérience et donc d'amener une forme de confiance et d'espoir aussi, et de Oui. cette dimension-là Moi, qui était fondamentale. À partir de ce moment-là, moi j'ai décidé d'être transparent, que ce soit sur mes pathologies, sur mes erreurs de parcours de jeunesse, sur les choses bien que j'ai pu faire, sur les choses mal que j'ai pu faire et comment j'ai pu arriver à m'en sortir. Et à ce moment-là, j'arrive à avoir quand même une certaine confiance des usagers et ça me permet aussi de les orienter sur mes collègues qui, eux, ont les compétences que moi, je n'ai pas. Parce que je suis conscient que j'ai quand même pas mal de lacunes au niveau social. J'ai pas fait d'études pour ça. Mais je sais que j'ai des collègues qui sont très compétents et je les oriente sur les collègues. Donc c'est effectivement cette transdisciplinarité, le fait de coopérer, ce qu'avait souligné Aura et ce que vous indiquez aussi à Spectre, c'est-à-dire cette complémentarité des savoirs et d'avoir un environnement qui est favorable à pouvoir accompagner les usagers avec cette complémentarité. Merci Franck, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Bon, merci à tout le monde d'être là. On peut doublement applaudir Franck qui vient de passer l'épreuve de 2 moments dans l'hémicycle et je crois que ça se mérite. Et pour terminer,
Je vais te laisser la parole, Lydia, et je crois que tu as un support. Donc la régie, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je suis très heureuse de participer à cette deuxième table ronde sur le rôle crucial des pères, des travaillants pères ou des pères aidants. Je comprends que c'est toutes les deux expressions sont utilisées. Et pardon pas pour mon français, mais que j'utilise pas souvent, mais j'ai pensé que là-bas, je dois faire l'effort. Merci pour votre patience pour ça. Et alors, sur le rôle crucial, je dirais, des pères, travailleurs, travailleuses et pères aidants dans la réduction des risques, en particulier dans les salles de consommation à moindre risque. Je remercie chaleureusement l'association ITAC pour inviter le réseau européen de personnes qui usent les drogues, Euroinput, et pour m'accueillir. Alors, c'est bien ce que je fais aujourd'hui, c'est essayer de transmettre une perspective de l'agent qui use les drogues. C'est pas mon histoire personnelle, c'est pas mon témoin, mais c'est l'élaboration que l'agent qui use drogue, qui s'organise dans les associations, dans des groupes, le travail qu'elles font. Et c'est ce que est la perspective sous tous les documents, toutes les stratégies, la perspective que l'agent qui use drogue peut avoir. Alors, on peut dire que c'est bien le moment pour nous rappeler qu'en 2011, on a déjà entendu dire cela aujourd'hui, il y a un document de ECDC et OEDT, l'Agence des drogues européennes, où en 2011, il disait déjà que faire le dialogue avec les personnes qui usent les drogues et la promotion de la participation des pairs, c'est la base des principes de réduction de risque. Et aussi, la stratégie européenne en matière de drogue encourage la promotion du travail par les pairs et reconnaît son efficacité dans l'engagement des usagers et la réduction des risques associés à la consommation de drogue. Je demande, ça suffit pour promouvoir la participation des pairs au service de réduction des risques et aussi sa participation à des endroits comme cela, comme les forums que tout le monde dans cette matière participe aussi. Alors, cela suffit, on laisse la demande pour l'instant. Et aussi, non, je veux dire aussi que l'agent usager de drogue n'ont pas à attendre la parole de le contrôle de maladies ou de l'Agence européenne de la drogue pour s'organiser et pour faire la réduction des risques. Je pense que tout le monde, un peu mieux ou pire, connaît l'exemple de Junkie Bond. La réduction des risques est pratiquée et développée depuis longtemps parmi les usagers de drogue. Junkie Bond était un groupe des usagers que dès 1981 a lancé un programme clandestin, je ne peux pas dire clandestin, d'échange de seringues, dans le but de protéger les consommateurs de drogue injectables contre l'hépatite B.
en 1981 et on sait que les années 80 sont les années qui arrivent, la caillou et l'usage en jetable devient acquiert un autre statut dans l'usage des drogues. C'est bien un mode très moderne d'user les drogues, on dit, mais c'est une autre histoire. Ce groupe, Junkie Bond, à Rotterdam, a inspiré la création de nombreux autres groupes en Europe et parmi l'association que je suis membre en Portugal, CASO, qui s'appelle CASO. Ils ont fonctionné principalement par le biais de réseaux de pairs, souvent bien intégrés et engagés dans le réseau d'approvisionnement en drogue et fournissaient toute une série de fonctions d'aide mutuelle. Ça se maintient dans les groupes de personnes qui usent drogue. Il s'agissait notamment d'éduquer les pairs, de mettre en place des programmes d'échange de seringues et défendre les intérêts juridiques et défendre les intérêts des usagers auprès des fournisseurs de drogue locaux. Nous devons maintenant nous demander à quel stade aujourd'hui nous nous trouvons et suggérer déjà qu'il faut aller ailleurs. On peut maintenant penser un peu sur la accessibilité. Non. C'est là. Sur l'accessibilité, la quantité, l'accessibilité, la qualité des salles de consommation selon les usagers. On peut dire, on sait qu'en Europe, il y a des salles depuis 1986, en Suisse, et que ces salles ont prouvé leur efficacité en matière de réduction des risques sanitaires et sociaux. Il y a des études comme SHARE 2024 qui révèlent des inégalités d'accès aux salles, notamment pour les femmes et les personnes vivant avec la VIH. Il est primordial d'assurer une accessibilité équitable à tous les usagers et indépendamment de leur genre et de leur statut sérologique. Aussi, je veux votre attention pour une étude récente, 2024, de Rojalie et autres. Les experts consultés s'accordent largement sur le fait que les efforts en faveur de la réduction de risques doivent trouver leur origine au niveau local et en commençant par l'implication des communautés dans la conception et la mise en œuvre des services pour finir par informer la communication avec les décideurs. Pas seulement comme père aidante, mais aussi à discuter et à informer les décisions. Le savoir expérientiel et des groupes de gens, c'est très important d'écouter pour prendre les décisions. Ce que je veux demander dans ce moment, c'est, la demande que je veux laisser, c'est, mais est-ce qu'on a les données, l'information créée, construite par la communauté sur les salles? Et je trouve quelque chose, mais je trouve pas plein de choses. Alors, je demande où sont ces informations, cette évaluation des salles ont l'agent qui use la salle et les organisations des personnes qui usent drogue
doivent participer dans ces évaluations. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on a le blanc et le noir. Je sais qu'on a tous les tons de gris et un peu je veux aborder la question des modèles des salles parce qu'on peut dire, et ça sera ma prochaine, oui, on peut dire, on a deux extrêmes. Les salles qui sont gérées par la communauté, quelquefois pas légales ou pas officielles, mais l'agent qui n'a pas la maison, elles doivent consommer dans quelque part. Et parfois, ils consomment tous ensemble, en quelque part. Et alors, on aura on ne l'appelle pas une salle de consommation, mais c'est un lieu où les gens usent les drogues ensemble. Et il y a des personnes qui se prennent attention avec les autres. Il y a les personnes qui ne font pas ça, mais il y a les personnes qui le font. Alors, sur les modèles, on a le médicalisé et le géré. On avance avec ces deux extrêmes pour chercher deux exemples en Portugal, parce que je suis portugaise. Et alors, j'appelle un exemple fort de la salle de consommation de GAT à Lisbonne, qui s'appelle In Moreria. Et il est à Moreria. C'est un lien très connu maintenant à Lisbonne parce qu'il y a plusieurs interventions policières et parce qu'il y a l'information un peu pour confirmer qu'il y a beaucoup de crimes dans ce lien-là. Alors, In Moreria, c'est un exemple exceptionnel et un modèle d'implication communautaire, et ce qui signifie que la concession, la mise en œuvre et la gestion de la salle sont entre les mains des personnes qui usent ou ont usé des drogues. Bien qu'il y a beaucoup de différences avec les salles médicalisées, et on cherche pour une évaluation que nous prend quelque chose sur ce sujet. Et j'ai trouvé le travail de Fuertes et Curado qui ont conclu que la participation des usagers est continue et évolutive. Et ça permet d'adapter les services aux besoins changeants de la communauté. Et ça veut dire aussi que avoir l'implication des pairs qui sont locaux, qui comprennent la dynamique, qui font part de sa dynamique, ce n'est pas une chose qu'on peut faire une fois. C'est quelque chose qui va fait de plusieurs manières et de plusieurs fois. Ce n'est pas une chose qu'on peut mettre énergie en un et puisse avoir les pairs qui travaillent au service. Alors, je pense que cette idée, c'est très important, et Ricardo Fuertes est à la salle et peut nous raconter plusieurs choses sur ça, si on a besoin. Alors, il y a aussi un autre lien que je connais, c'est à Porto. Et dans ce lien, le modèle, c'est médicalisé. Je dois faire un peu plus... Mais, alors,
Ce que je vais dire de la salle de Porto, avec qui CASU, l'association portugaise de personnes qui usagers de drogue, collabore, c'est que la salle emploie des utilisateurs dès le départ et a impliqué la communauté, c'est-à-dire l'association des usagers portugaises, dans la possession de la salle. Et c'était crucial pour assurer l'ouverture du local pour fumeurs. Et la collaboration continue et cette année, pour la campagne Support Don't Punish, CASU pilotera les interventions de genre dans la salle de consommation de drogue de Porto en facilitant des périodes d'accès réservées aux femmes, en fournissant un espace sûr et de soutien pour les femmes, exclusivement pour les femmes et les personnes au genre responsive qui utilisent les drogues. Il s'agit d'une initiative communautaire qui vise à encourager les adaptations nécessaires et à répondre aux besoins spécifiques des femmes usagers de drogue. À Porto, la salle, les personnes de la salle, la staff, entend que il faut faire quelque chose d'autre pour les femmes, mais se retrouvent les obstacles et alors la communauté va pousser pour aller avant, aller en avant. Merci. Et alors, très sommairement, pour dire qu'il y a des défis et il y a des recommandations à faire. On a écouté sur le travail et les contrats et la rémunération des pairs. C'est très important. S'il y a un moment qu'ils font les volontiers, c'est pas pour le faire pour tous le temps. Ça doit évoluer comme nous a raconté Franck. Je pense que Franck nous a raconté, oui. Il y a ce côté, il y a le côté de de payer aussi quand on consulte les pairs. C'est pas égal qu'on demande l'aide pour la consultation et les pairs font ce travail complètement volontaire et à un certain point, un père peut avoir tout ce temps organisé, mais pas de paiement. Alors, il faut payer ces choses. Alors, en avant, la rémunération, la formation pour les pairs, mais la formation entre pairs aussi. Les pairs ont besoin d'avoir contact avec un avec l'autre, oui. Et aussi le faire participer et le donner rôle décisionnel pour gérer les rôles décisionnels aussi. Alors, oui, j'ai parlé de ça déjà, renforcer, on a besoin de renforcer l'implication des travailleurs et travailleuses pairs et pour mettre, pas seulement pour avoir les travailleuses, mais l'implication de la communauté, les campagnes sont très importantes. La campagne comme Support Don't Punish est un moment, peut-être un moment très spécial par des personnes de la communauté qui vont rejoindre autres personnes et connaître autres personnes et peut-être s'organiser un peu. Alors, je pense que les campagnes sont très importantes et je donne ces exemples-là. Et pour finir, je vais vous montrer ce outils qui sont développés
par la communauté sont des exemples des initiatives dirigées par la communauté d'Euronput. Il s'agit des guides pour la réduction des risques menés par des personnes usagées de drogue, en particulier des programmes d'échange de seringues et distribution de naloxone de pair à pair. Aujourd'hui, on a déjà écouté que les salles, en tant que service de première ligne, jouent un rôle crucial dans l'identification précoce des nouvelles tendances de consommation. Des études récentes, dites aussi chères, que j'ai déjà citées, soulignent l'importance de l'adaptation des services aux nouvelles réalités et à l'inhalation. Il y a cette question-là sur les salles, c'est pour fumer, c'est pour en jeter, c'est pour fumer aussi, clairement. Et l'inhalation, cher dit, de substances comme la cocaïne et la méthamphétamine, et aussi noter que les salles ont noté cher en un accès diminué pour l'agent qui a la VIH et pour les femmes aussi. Merci de m'écouter. Merci beaucoup pour chacune de ces interventions extrêmement riches sur ce qu'a amené Lydia. Je ne sais pas si vous avez été attentif aux statistiques sur les pourcentages de postes dédiés à des personnes ayant un savoir expérientiel. Ça montre bien la zone de progression qu'on a. Alors je ne sais pas si elle se situe dans le fait de davantage donner accès à cette dimension professionnelle, à la formation effectivement et à l'emploi, ou est-ce que c'est aussi du côté de la reconnaissance et le dévoilement qui ont quand même aussi été un cap qu'on passe ces derniers temps, et la nécessité aussi pour les intervenants de pouvoir parler de leurs propres expériences d'usage. En tout cas, on voit que tout ça est au travail. Et du coup, moi, j'ai bien envie de vous laisser la place pour interroger sur les presque 10 minutes qui nous restent. Je sais que je suis garante du temps sur ce temps-là, mais du coup, vous avez le droit d'appuyer. Alors, pour ceux qui sont comme moi, en situation de handicap face à ce genre de machine, il y a un bouton tout à droite. Si vous appuyez dessus, il y a d'ailleurs, il paraît un dessin avec un visage et une voix. Ça se met en vert, puis en rouge. Quand c'est rouge, vous pouvez parler. Moi, je pourrais dire votre place comme le numéro quand vous venez en tant qu'usage anonyme. 248. Moi, j'ai quand même vraiment envie de retenir dans tout ce qui a été dit cette question du communautaire et de la place de la communauté. Ah, il y a le 70, pardon, je n'avais pas vu. 70. Ah, oui, merci. Une question, réflexion. Je vois que depuis la Suisse, je ne connais pas tout quelle est la situation exactement au niveau des pères aidants, mais ce que j'ai constaté, c'est que le problème que j'entends, c'est surtout la place du père aidant au niveau de ses reconnaissances, notamment pour sa place au niveau salarial, au niveau de ses conditions de salaire. Et là, je vois que chez nous, il y a une certaine friction, aussi une friction au niveau des professionnels qui sont, eux, diplômés, etc. Et là, je ne sais pas quels seraient les tips, les conseils que vous pourriez donner pour qu'on puisse avancer sur cette question, parce que ça coince. Effectivement, vous reposez cette question des conditions salariales et de la reconnaissance statutaire. C'est un enjeu assez significatif, d'autant plus dans des cadres qui aujourd'hui tiennent compte de conventions, de diplômes. Et on voit bien, on a parlé de la formation, et tu as souligné d'ailleurs, Marjolaine, l'intérêt de d'avoir un cursus qui amène même à une graduation universitaire. C'est le cas aussi dans d'autres pays, avec cette possibilité d'aller au bout de cette notion de formation. Moi, j'avoue que je peux faire partie de ceux que ça interroge, parce que d'une part, je pense que ça peut aussi créer des phénomènes d'exclusion. Je ne suis pas obligée d'avoir eu le bac pour devenir, le bac ou un diplôme équivalent, mais pour pouvoir prétendre à être père aidant. En tout cas, ça pose pas mal de sujets. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait eu de grandes discussions nationales ou européennes sur cette question de la rémunération. Mais peut-être vous pouvez nous dire en mots du côté de Spectre. Bien, moi, je pense que savoir académique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être père. Déjà, à prime abord. Puis,
je relance aussi la question en disant, ben, qu'est-ce que ça l'enlève aux autres, en fait, que la paire aidance ait une équité salariale? Ça n'enlève absolument rien à toutes les autres qui ont un savoir académique, mais ça favorise la situation de la paire aidance. Puis en ayant un salaire adéquat, ça permet de se loger, de bien se nourrir. Je veux dire, toutes les choses qui entourent, qui favorisent de ne pas tomber en psychose ou parce qu'on va souvent se fier justement à ce qu'on voit des gens qui habitent la rue. Mais moi, j'ai jamais, pourtant je suis grande consommatrice de drogue, mais j'avais un toit, j'avais de la nourriture, j'avais un entourage, puis ben j'ose croire que ça, c'est ce qui a fait en sorte quand même que ben j'ai jamais fait de psychose, j'ai toujours été quand même en santé, je prenais des stimulants, j'étais en surpoids. Fait que, je veux dire, ça a pas, je pense que faut juste se poser la question, c'est tant que ça n'enlève rien à personne, pourquoi ne pas donner l'équité salariale alors que moi, je pense que le savoir expérientiel vaut tout autant que le savoir académique. Merci. Puis, puis l'école, c'est que c'est pas fait pour tout le monde non plus. J'ai essayé, là, moi, d'aller à l'école, j'ai fait 3 ans au cégep, 4 ans à l'université pour un certificat que je n'ai jamais fini. Juste pour dire, c'est pas parce que je voulais pas, c'est pas parce que j'avais pas la persévérance, c'est rendu de l'acharnement. Donc, c'est pas que j'ai pas voulu, fait qu'on a un modèle scolaire qui est pas adapté à tout le monde, qui peut pas donner la chance à tout le monde, puis il manque aussi une équité des chances. Donc, surtout dans nos pays riches, si on veut, axés sur le capitalisme, ben malheureusement, ben c'est vraiment pas apte pour tout le monde. Donc, voilà. Merci. Puis je pense que je voudrais aussi rajouter, au niveau organisationnel, l'importance de mettre le savoir expérientiel puis ça, de ce véhicule-là au même niveau que des connaissances académiques. Puis, tu sais, ça, quand je parlais tantôt que ça peut être challengeant pour des gens qui viennent vraiment d'un milieu académique, ben, tu sais, à force d'en parler puis de le mettre de l'avant puis d'inclure les personnes puis de voir qu'est-ce qu'elles apportent aussi à l'organisme, qu'est-ce qu'on leur apporte, mais tu sais, c'est donnant-donnant, ben ça, tu sais, Aspect de rue, c'est juste une évidence que ça vaut la même chose maintenant, mais j'étais pas là il y a quelques années, mais je suis pas mal sûre que c'était pas nécessairement le discours il y a 5 ans, 10 ans. C'est comme vraiment un travail organisationnel qu'on a fait. C'est ça. Voilà, puis qu'on continue à faire. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a Gauthier qui nous a rejoint, mais alors moi je vois maintenant qu'il y a le numéro 170, 437, 105. Alors je me tourne vers toi parce que je crois qu'il y a une question de temps. On peut prendre les... Ok, alors le numéro 170. C'est lui-même. Oui, encore toi, merci. Je vais prendre, 3 petites remarques en fait, je sais pas par lesquelles je commence. Je voulais revenir sur l'IGA en fait, avec le fait de payer le savoir expérientiel, quand on fait appel à des pairs, en fait, les payer correctement. Peut-être qu'il y a une question à se poser, et je sais qu'elle s'est posée en termes d'études. À chaque fois qu'on fait des études avec des consommateurs, en fait, on en arrive, et ça a été très très réfléchi dans plein d'universités, on en arrive à filer des tickets services. Je suis désolé, moi perso, des tickets services, j'ai pas vraiment envie d'en avoir si je peux avoir un billet à la place. Je comprends que ce soit la même chose. C'est marrant en fait qu'on arrive à l'heure actuelle à trouver de façon éthique le fait de filer des tickets services parce que comme ça, au moins ils s'achèteront pas de la drogue, c'est juste moi. Non mais il y a un petit peu un contrôle en fait des achats qui vont aller derrière, je sais pas, mais ça fait peut-être partie des réflexions qui seraient pas inintéressantes. Si c'est un savoir, si c'est une expertise, peut-être qu'elle se paye en billets. Ça c'est un premier point. Moi j'ai un problème sur les... Merci. J'ai un problème, alors ça c'est un truc très franco-français en fait, sur le mot de père aidance en fait, puisqu'à l'heure actuelle dans père aidance on met tout. C'est-à-dire qu'on va du compte c'est l'or, donc quelqu'un qui a fait sa formation ENA, qui accompagne etc., à quelqu'un qui sort en fait, qui est consommateur toujours. Enfin donc peut-être le définir en effet, mais dans père aidant, c'est tellement un éventail de plein de choses qu'à un moment donné ça définit plus grand chose. Alors je ne sais pas au Canada à l'heure actuelle, au Québec à l'heure actuelle, chez nous j'ai l'impression que ça définit pas grand chose, mis à part le fait d'avoir eu des gens qui ont eu un parcours identique, mais même ça veut pas dire grand chose et voilà. Et sur l'histoire de la formation, ça c'est une vraie inquiétude que j'ai. Et que je vous pose en fait, c'est est-ce qu'il y a eu énormément de choses qui sont sorties des mouvements de pairs, que ce soit en psychiatrie, que ce soit
dans le milieu de la réduction des risques, etc. Il y a eu beaucoup d'innovations qui sont arrivées aussi parce que justement on était hors académie. Est-ce que la formation, c'est pas le risque en fait de formater totalement aussi des gens en fait dont voilà, est-ce qu'on va pas à l'inverse en fait avec le formatage des gens en fait à les faire rentrer dans un cadre qui est celui institutionnel déjà pour qu'ils soient des bons, voilà, peut-être des salariés moins bien payés ou des sous-salariés, alors qu'en fait il pourrait y avoir quelque chose de vachement plus révolutionnaire en fait à laisser le côté plus art brut. Voilà. Merci Karim. Je vais laisser Aura réagir. Je crois qu'elle avait envie de réagir à tes propos. Yeah, I totally agree with that. But because my question is that who educate the workers to have peers inside and who educate the organizations to work with peers? Because what we found is like we have a lot of people trying to work at the place that they are coming from the academia and from other services, including harm reduction services, that they never had any training about harm reduction, but naloxone and what to do in an overdose prevention site. We don't know, we can be working in a consumption room for 20 years and not have one course about what harm reduction really means and what is the history of harm reduction and what are the different perspectives around harm reduction. Then for us, the most important is to finally have people who use drugs that are able to train all workers to make sure that they can know a little bit more how to treat the participants that come to our place. And also how not to mistreat the peer workers, because at the end, is that when staff members come to our place, they really believe that they are the experts. And sometimes it's not like that. Sometimes they are, and they know a lot, but sometimes they are not. Then when we are talking about sex work, and we have to do a training about how we're going to attend the sex workers coming to our place, what we try to do is to have someone that is a sex worker that is old, another one that is younger, maybe another one that is trans, maybe another one that is cis, and also people who is working in the place, but who is training the staff members on harm reduction. Because I don't know in your countries, but in mine, we can be working on harm reduction from a totally abstinent point of view, thinking that harm reduction is the door until you get better. And this is something that is in our services every day, all the time. Merci beaucoup pour ces interventions, c'était très inspirant dans un premier temps. Oui, effectivement, j'avais une petite question sur les contenus et puis les points de vigilance éventuels des formations des pairs comme des équipes lors de l'implication et de l'inclusion des pairs dans les dispositifs. Je voulais savoir si vous pouviez nous éclairer un petit peu sur le sujet. Merci. J'ai compris que tu as demandé sur les sujets de formation pour les staffs, pour la staff et pour les pairs aussi, c'est ça. Alors, la formation, c'est sur la consommation à moindre risque, non? Et ça, c'est la réduction de risque comme éducation aussi. Mais je dois dire que ce n'est pas seulement les sujets de la formation, c'est aussi les possibilités pour apprendre autre chose et apprendre avec les autres et construire une identité. L'identité pair, ce n'est pas une chose que c'est fait ou non fait, c'est un chemin. Et alors, certainement, la formation sur tous les sujets que tu peux imaginer, c'est important.
l'égalité, la fraternité, la liberté, on dirait, mais aussi la forme de faire la formation. Et là, je peux dire qu'on a un problème. Parce que, par exemple, quand on essaie de faire la formation avec les pairs, avec le soutien de l'emploi, la façon de le faire, c'est très rigide et n'a pas de sens. On a besoin de plus flexibilité pour supporter cette formation. C'est pas avec la forme de faire très rigide, ça marche pas bien. Je connais pareille chose que ça marche pas bien. À Fast Track Cities, à Porto par exemple, on avait ce ressource pour faire la formation et on a fini par n'avoir aucun femme père avec la formation et on a seulement, après tous les efforts, 6 personnes et était très bas ce nombre pour ce qu'on voulait. Et c'est rigidité que fait. Et aussi, pour finir, la formation, la forme, comme on fait la formation, doit aussi avoir cette idée que c'est l'identité. Et alors, mettre les gens ensemble, comme je disais, si tu travailles avec un père, il ne sera pas un père, parce que tu ne peux pas construire l'identité de père seul. Et tu ne la construis pas avec le psychologue, et si tu construis ta identité d'un nouvel travail, seul, tu seras pas très similaire. Très identique à quelqu'un autre. Il faut que l'agent a l'opportunité de un peu construire sa identité. Eh bien, merci beaucoup. C'est donc fini pour appuyer sur les boutons. Merci beaucoup de cette intervention, de vos interventions. Et juste en conclusion, bah oui, une diversité des interventions, diversité des formations, diversité des savoirs. On entend le besoin parfois de cadrer, d'avoir des cadres communs, mais on voit bien encore sur cette thématique-là combien on a besoin aussi d'inclure, d'élargir les possibles. Donc merci pour vos engagements aux uns et aux autres. Et la parole à la conclusion. Merci beaucoup, merci Naïra. Un petit mot de la fin bref, déjà pour remercier nos interprètes qu'on va devoir libérer tout à l'heure, rapidement, et qu'on retrouvera demain. Merci à l'ensemble des participants pour cette première journée qui a été riche en échanges, notamment cet après-midi. Un mot spécial pour nos usagers pères aidants, et je sais que c'est pas toujours simple de participer à ce type d'événement, et malheureusement pas assez souvent, c'est pas assez souvent le cas. Et c'était un vœu pieux depuis de nombreuses sessions, 4e colloque ici au Conseil de l'Europe, et à chaque fois on essaie de mettre ça en avant. Je suis heureux que cette année on y soit arrivé, et j'espère qu'on va pouvoir continuer, et pas que sur des présentations des colloques, mais là où on vous attend, et en tout cas on aimerait bien vous voir plus souvent, c'est aussi tout au début, quand on est dans les projets, dans la construction des projets. Et on est toujours preneur de vos idées, de vos conseils pratiques, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on existe d'ailleurs. Donc je tiens spécialement à vous remercier aujourd'hui.